Outremer Network lance un concours. N'importe qui peut postuler. Ceux qui seront sélectionnés auront aussi cette opportunité-là. Donc c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Il faut juste avoir envie de le faire et tenter. De toute façon, on n'a pas rien pour perdre là-dedans. Et justement, là, au final, on la lance dans l'aventure startup. On a fait beaucoup de choses, on va dire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a trouvé un peu comment cale le rythme vie PSO, vie pro? Oui, c'est que madame est devenue associée. Du coup, au lieu d'essayer de trouver la frontière entre les deux, c'est de ramener la vie PSO au boulot. Non, ça c'est en blaguant, mais au début, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut jauger, mais au bout de 5 ans d'aventure, on essaye de répartir plutôt assez bien. Nous pense qu'on a réussi à le faire. Après, on a des choses que nous disent entre salariés et entrepreneurs, on a une certaine liberté. Par contre, congé payé, tout ça là, oublie. C'est-à-dire, moi, en 5 ans, m'a dû prendre à tout casser 2 semaines de vacances en cumulé. Donc là, est encore un peu compliqué, mais nous vivons plutôt bien cette aventure. Combien de temps il prend, allez, on va dire n'importe quoi, sur une semaine, combien de temps on donne à la start-up? On essaye d'être à peu près modéré. Nous fait pas une semaine de 35 heures, c'est sûr, mais nous fait jamais des semaines de plus de 45 heures. Donc c'est un juste milieu à trouver entre ces deux notions-là. Le week-end, on essaye de pas bosser. Ça, c'est une règle qu'on a mise à nous en tous les associés depuis 3-4 ans. Nous essayons de plus bosser pendant le week-end. Donc les week-ends, c'est vraiment pour la vie perso, même si de temps en temps, il arrive encore que on a encore des choses à faire. Mais voilà, on dirait qu'on a un rythme de cadre dans une entreprise, alors que c'est notre propre entreprise. Donc c'est un peu de chance, quoi. Et si par exemple, tu pouvais donner, allez, on va dire 2 conseils ou un conseil au Ludovic qui a commencé. Aller peut-être plus vite à l'international. En gros, comme je disais, c'est qu'en étant en station F, on a vu qu'on avait un très bon niveau, on avait une très belle boîte. Peut-être aller montrer ça peut-être plus rapidement. Aller trouver peut-être des moyens financiers aussi, parce que l'ingénierie financière, c'est aussi un aspect de la start-up qu'il faut pas négliger. Donc peut-être aller chercher des fonds avant pour justement aller montrer les technos, etc. Mais cette ambition-là, justement, le mot est important parce que ou sort d'un statut de salarié ou lance une boîte et tout de suite on monte à l'international. Ouais. Comment on l'a fait? Comment on explique cette ambition? Après, c'est rapide, ou quoi? On a le côté où, comme pas mal de Réunionnais, il y a eu la mobilité, donc on a eu cette ouverture d'esprit là aussi liée à ce côté-là. Après, on a aussi quelque chose de très concret, c'est que le marché de la Réunion est petit. Surtout pour nous, éditeurs de logiciels, on dirait que c'est pas le marché de rêve, le marché réunionnais. Donc, automatiquement, l'obligé de regarder ailleurs. Avant de lancer le projet, on avait regardé pas mal de blogs, etc. sur les startups. Nous voyons des petits pays qui réussissaient en vendant ailleurs. En Estonie, par exemple, leur marché prioritaire, c'est les États-Unis. Nous, on a eu cet état d'esprit-là depuis le début. Nous fait nos logiciels en français et en anglais et nous essaye de viser le marché le plus gros possible et advienne que pourra. De toute façon, donc, on parle bien anglais. Non, comme n'importe quel Français qui écoute ce podcast-là, mais bon, c'est comme tout, ça s'apprend, et puis voilà, nous débrouillons à nous, on va dire aujourd'hui pour travailler avec des clients internationaux. Et les qualités, si vous pourrez citer 3 d'un start-upper en général, hein. Premier truc, c'est la résilience, c'est-à-dire il faut pas abandonner aux premières difficultés. Donc c'est ce qu'on dit, faut être résilient, faut essayer de toujours refaire les choses. Deuxième truc, c'est de pas forcément être que dans le paraître. Truc facile à citer, c'est qu'on a beaucoup de startups qui considèrent les autres que par rapport au concours, que par rapport à ce genre d'événement-là, alors que si par exemple nous reprenons notre aventure personnelle, on n'a jamais gagné aucun concours à Datarox. C'est pas pour ça qu'il empêche d'avancer. La première chose qui compte, c'est la reconnaissance des clients. Troisième, fait beaucoup. Deux là, c'est. Et donc, mais là, juste pour faire le point, là où on a quel âge aujourd'hui? 33 ans cette année. Donc, on a 50 ça, où t'es logiquement plus jeune, mais où l'avez point 30 ans, où t'es sorti du salariat, ouais. Et où là affronte
le marché, un nouveau marché, entre guillemets, une nouvelle vie, un nouveau marché, t'es pas trop compliqué en tant que jeune Bah, n'avez pas conscience. Non, c'est surtout que, comme je disais, c'est que ça fait longtemps que lui voulait devenir entrepreneur. Du coup, ça, voilà, c'était plutôt, on avait envie de lancer ça, on avait envie d'aller confronter ce que nous fait au marché. On avait confiance aussi, il faut avoir beaucoup de confiance pour lancer ça. Donc, comme je disais, c'est que de toute façon, à la fin, on n'a pas de mort d'homme. S'il a réussi, tant mieux. Bah, s'il n'a pas réussi, bah, on repasse à autre chose. Comme dit, on a des métiers beaucoup plus compliqués qu'entrepreneur. C'est pas un métier facile, hein. C'est pas n'importe qui les fait pour faire ça, mais on a des métiers plus compliqués. Si on prend du plaisir dans le métier, ben, je pense que on arrive à passer des obstacles. Il semble à vous compliqué si vous n'êtes pas dedans. Mais donc, on veut dire que la jeunesse, c'était pas un souci spécial. Non, ni l'inexpérience, ni... Bah, après, probablement, hein, c'est-à-dire, mais sauf que, justement, on n'a pas d'expérience, donc on connaît pas que c'est difficile. C'est ça le... Et on a, je sais pas, après peut-être sur le point, mais est-ce qu'on a un souvenir là, le pire souvenir en tant qu'entrepreneur? Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand on voit la trésor, il commence à être compliqué. Et que là, on pose au paquet de questions, parce que quand on est entrepreneur, on a aussi des responsabilités envers les salariés, responsabilités envers les organismes sociaux, etc. On a toujours voulu être carré là-dessus. Donc, quand on voit que la trésorerie approche de pas grand-chose et que c'est la faute, c'est dans le client qui paye pas en temps et en heure, là, voilà, là, c'est un petit peu compliqué, mais après, nous, on a toujours trouvé les moyens d'en sortir à nous. Et le meilleur moment? Meilleur moment, c'est le fait que l'aventure existe toujours. C'est qu'on n'a pas de moment ressorti en particulier. Chaque année, nous, dans la chambre, on nous fait la petite fête d'anniversaire de Datarox, donc ça, c'est chouette. Mais l'aventure, globalement, c'est un gros meilleur moment. C'est pas mal, ça. Et donc, comment est-ce que pendant notre chemin, là, pendant notre cheminement de 5 ans, enfin, 5 ans, est-ce que on a des entrepreneurs locaux là porte azote, un soutien, des conseils? Ça, oui, l'arrivée, on a un petit pool d'entrepreneurs avec qui nous discute souvent, on nous prend un café, nous essaie de déjeuner avec. Ça allait bien. Après, globalement, c'est un truc qui manque ici. Hein. Il manque ce côté mentor que des fois on peut retrouver, justement, on nous refait la comparaison avec l'écosystème parisien. On n'a pas de mentor aujourd'hui qui ressortent un peu. Après, peut-être que c'est nous aussi, on n'a pas parti chercher ces mentors-là. Mais n'a pas trouvé de personnes expérimentées qui donnent des conseils. On a rencontré de très grands entrepreneurs, mais on va dire que n'a pas eu ce côté mentoring. Après, comme il dit, c'est peut-être nous qui ne sommes pas allés chercher ça, mais je pense qu'il faudrait développer un peu ça. La point de programme, la point de programme existe. N'a pas de programme, n'a pas aussi, Après, n'a pas encore cette génération d'entrepreneurs, entre guillemets, start-upers qui a réussi et qui peut redonner un peu de feedback et de conseils. Mais après, ça c'est normal, on va dire, dans le système. Après, nous, n'est pas forcément des personnes très ouvertes aussi à l'extérieur. C'est-à-dire, nous, quand on a la tête dans le guidon, on a la tête dans le guidon. Donc, mais je pense qu'il peut développer. Est-ce qu'on prendrait les conseils, peut-être start-upers, c'est un peu compliqué, mais des entrepreneurs classiques, quoi? Ah, bien sûr, parce que on a plein de choses que pas du tout liées au fait d'être start-upper, etc. Parce que le problème, c'est que derrière le terme start-upper, les gens oublient souvent que c'est d'abord une entreprise. On a plein de conseils liés à l'entreprise, justement la gestion de la trésorerie, ou peut être start-up ou pas. Si vous recevez un bon de commande, on voit dessus écrit plus 45 jours fin de mois, vous connaissez que là où ça fait avoir, donc faut bien gérer la trésorerie, et ça, start-upper ou pas, ce genre de conseil-là, il est déjà intéressant. Non, mais je pense que, voilà. Après, c'est aussi être à l'écoute, d'aller chercher des gens. On a d'autres start-upers aussi, eux, ils ont su aller chercher des mentors. Donc ça doit exister, mais peut-être qu'il faut que soit peut-être plus généralisé, que ce soit plus dans les mœurs. Mais après, là, c'est niveau mentoring, si on veut, mais au niveau du réseau, est-ce qu'on pense que le réseau est très important dans l'activité que vous faites, enfin, en tant que start-upper ou pas? Le réseau est important. Pour nous, moi, au niveau business, on a fait très peu de business grâce au réseau. Mais on va dire que pour discuter, pour voir que d'autres n'ont aussi des problèmes, que on n'est pas tout seul dans le galère de l'écosystème réunionnais. Qu'on a d'autres personnes aussi, les ambitieux, et qu'ils veulent montrer qu'il est possible de faire en dehors de la Réunion. Donc pour ce côté-là, le réseau est important. Et puis nous,
Les gens qui connaissent nous bien, aiment bien prendre le café et discuter, donc ne serait-ce que pour ce côté-là, le réseau est important, quoi, avoir des gars pour prendre le café avec. Et est-ce que après, on a déjà fait des études à La Réunion, où c'est un produit quasiment exclusivement réunionnais, mais on n'a pas fait des études d'entrepreneuriat. Mais justement, est-ce que cet apprentissage était compliqué, justement? Est-ce qu'on a des études d'entrepreneur? Ça va être compliqué, hein, parce que, en fait, souvent, quand on parle d'études d'entrepreneur, il apprend à faire une étude de marché, il apprend à faire une matrice SWOT pour force et faiblesse. Nous, justement, on n'avait pas cette déformation-là. Du coup, on a dit, OK, nous, on lance un produit, ça marchait et basta. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui a manqué, mais en tout cas, j'avais envie de faire un produit, donc j'ai fait ce produit-là, j'ai lancé, on a eu de la chance que ça a trouvé tout de suite un client, donc ça a validé. Mais après, effectivement, on aurait pu se tromper complètement et de pas avoir fait les bonnes analyses, ça aurait pu être pénalisant, mais non, pas de difficulté majeure. Après, voilà, nous, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on est allé passer des concours au début. Finalement, déjà ces concours-là, il y a des jurys, des gens qui bossent dans des organismes qui ont l'habitude de voir les dossiers aussi. Donc, ça valide un peu. Même si on l'a pas fait nous en interne, le fait de remplir ces casiers-là, ça nous oblige à faire un peu ce job. C'est la preuve par le produit. On va dire ça. Hein. Et est-ce que, après, ça c'est un petit côté plus administratif, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de créateurs d'entreprises crient au niveau de la création d'entreprise, au niveau administratif des choses, ils disent que c'est compliqué. Est-ce que c'est vraiment compliqué ou bien alors c'est un point de vue? Non, après, enfin, on a deux choses. Créer la boîte, créer les statuts, tout ça, on va essayer de la paperasse, mais n'importe qui pourrait refaire les statuts. Tu peux trouver un modèle, tu peux aller te faire accompagner pour pas très cher au prix d'un expert comptable, d'un avocat. Là où c'est compliqué, c'est après. Mais ça, c'est un problème que j'espère qu'il va être réglé assez rapidement. C'est au niveau des greffes. Aujourd'hui, pour récupérer un cabis à La Réunion, c'est un peu la croix et la bannière. Ce qui est bien, c'est que les organismes essaient de s'adapter, les banques, etc., essaient de comprendre tous ces problèmes. Mais on va dire que c'est plus structurellement que c'est compliqué. Après, administrativement, c'est des papiers. Ça a pris combien de temps pour créer la boîte? Rapide, puisque nous, justement, on a eu la chance de passer par un incubateur, donc on a eu une prestation via un expert comptable pour faire tout ça, donc c'était assez rapide. Et aujourd'hui, t'es encore jeune, on va dire. Comment tu perçois la jeunesse réunionnaise? Des fois, je suis attristé. Des fois, je dis, OK, on a vivier un potentiel énorme, mais faut que, en fait, cette jeunesse-là prenne conscience que, en fait, devant eux, c'est tout le champ des possibles qui est ouvert, et pas se plaindre, mais essayer de faire des choses. Nous, c'est ce que nous essayons de montrer un peu au travers de l'aventure d'Atarox, c'est de montrer que comme je dis, des gars purs produits locaux, formés en grande partie à La Réunion, réussir à faire des entreprises qui marchent. Donc, si demain la jeunesse prend conscience des opportunités qu'ils ont, ça fera une Réunion ambitieuse, une Réunion qui va grandir. Par contre, si on tombe dans le travers de dire on attend beaucoup des politiques, on attend de manger cuit tombe dans la bouche, ça, pour moi, c'est la mauvaise façon d'envisager l'avenir de La Réunion. Et il y en a des entrepreneurs qui inspirent? Enfin, il y a des choses qui inspirent, des personnes qui inspirent? Oui, enfin forcément. Après, le plus simple, c'est les parents, hein, comme disons, mes parents ont toujours été des travailleurs, donc ça c'est la première source d'inspiration. Mes parents, mes beaux-parents, enfin toujours autour de moi, m'a toujours eu des gens qui ont envie de bosser, qui se lèvent tôt le matin pour aller bosser. Après, nous regardent beaucoup, comme il dit nous, c'est parce qu'il englobe tous les associés de Datarox avec. Hein. Nous regarde beaucoup ce qui se fait à l'extérieur, donc on a des grands entrepreneurs qui nous ont inspirés. Hein. Les icônes type Bill Gates, Steve Jobs et compagnie, la première génération de la Silicon Valley, Elon Musk aujourd'hui. Donc voilà, on va dire que c'est des entrepreneurs aujourd'hui un peu iconiques, donc c'est facile de citer ça, mais on va dire que c'est des sources d'inspiration, c'est des gars qui l'ont mené un projet de zéro à plusieurs milliards, avec l'envie de faire, en abattant des murs qui semblaient être compliqués. Nous aujourd'hui, nous sur des sujets peut-être un peu moins mondiaux, mais avec des barrières aussi compliquées que nous essayons d'abattre.
Mais aujourd'hui, quand on dit nous, c'est qui? C'est qui les associés de Datarock? Donc aujourd'hui, c'est Laurent et Valérie. Donc Valérie qui est ma femme, Laurent avec qui j'étais collègue au début de l'aventure. Donc voilà, c'est un petit noyau.